Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to this webinar. Bonjour à toutes et à tous. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, donc bienvenue à ce webinaire qui est appelé La géo-ingénierie des océans n'est pas une solution pour le climat. Et je voudrais tout d'abord partager quelques règles de gestion de Zoom avant de commencer et de donner la parole aux panélistes. Donc, tout d'abord, je voulais signaler que nous avons l'interprétation en anglais, en français et en espagnol. Vous pouvez utiliser le bouton d'interprétation en bas pour activer l'interprétation dans la langue de votre choix. Par respect pour le travail des interprètes, veuillez tâcher de parler lentement. Veuillez aussi éteindre votre micro lorsque vous ne parlez pas. Éteignez la caméra si elle ralentit votre connexion. Si possible, vous pouvez l'allumer lorsque vous parlez. Et donc, installez-vous confortablement. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Isha. And I'm going to be moderating Donc, bonjour this à webinar. toutes et à tous. This webinar Merci is d'être là. organized by the Je Hands-on suis Center of Isha et je vais Geoengineering. modérer The ce Home webinaire, Alliance, or the Home donc, qui est Alliance, organisé tracks par progress in the fight Home against the growing Alliance. threat of large-scale Donc, technological c'est manipulation of une climate and force biodiversity, de also known as lutte geoengineering. contre It is an euh, international la civil society géo-ingénierie et les instituted by the fausses United solutions Nations climatiques. some 45 C'est une years ago, organisation representing internationale the South and the global North. avec une représentation de nombreux There has pays been an du increase Sud in et du large-scale Nord engineering global. projects and experiments Donc, il y a eu aimed une at grande augmentation des various projets et fields des and the solution expérimentations of de marine géo-ingénierie, seaweed and biodiversity, notamment avec storytelling, l'enrichissement des océans en information synthesis alcalinisation, and enrichment. les algues marines Despite the differences et in practices, d'autres techniques, notamment la all subversion require de large biomasse. scale to have any Et impact donc, on the climate. nous avons Carbon markets is besoin one de mieux way. comprendre However, it comment also fonctionnent faces significant ces counterfactuals initiatives qui and risks sont to the compensation impulsées par as le well marché as du the carbone species and et biodiversity qui that peuvent depend on avoir them. de très grands In this impacts et des session, risques importants we have pour some experts from les multiple écosystèmes marins et fields les of communautés qui geoengineering. dépendent de ces This is the écosystèmes. intersessional meeting of the Donc, Convention on Biological avec Diversity, CBD, la, this month, la and the United CBD, Nations donc Framework il y a des Convention réunions on cette année UN et puis SPDC aussi in les June. réunions However, intersessionnelles while the de la CBD is CNUC so risky, en juin. despite its Il est importance, important de to discuter de uphold pourquoi ces techniques our sont dangereuses CBD and et de not pourquoi nous introduce avons another besoin Article 6 d'obtenir le protocol. moratoire de la There may CBD be legitimate et reasons aussi de to comment consider this l'article in 6 de its l'accord de Paris entirety. pourrait Therefore, légitimer some ces steps techniques need to be taken to dangereuses. supplement the Et donc, moratorium to the ensuite, London nous Convention allons and Protocol. discuter de ce We qui have pourrait three être panelists nécessaire with pour us renforcer le today, moratoire and we are de very la grateful to CDB. them for joining Nous us avons and des attending this panélistes webinar. incroyables aujourd'hui et nous First, sommes we'll be hearing from très Dr. Lisa David, reconnaissantes de Distinguished leur présence Professor in aujourd'hui. Naval Donc, nous allons tout Astrophotography d'abord and Oceanography, écouter University Lisa of Levin, California, donc San qui Diego. travaille She is à Professor l'Université of de Geophysics Californie and à San researches the Diego ecology of different et donc ecosystems in the deep sea. elle travaille It is sur a différents certified écosystèmes geophysicist liés and aux driven to océans resource extraction, including mining. et She is notamment also the sur founder and co-head of the Blue l'extraction Ocean et Stewardship les Initiative, systèmes also known as miniers. BOSI, which aims Elle to travaille aussi advance auprès de technology, DOCIP policy, pour development, and intégrer economics and les provide sciences, advice on les ecosystem risk politiques, les management and lois et les resource questions use économiques pour in the deep ocean. proposer des Thank you, systèmes Lisa, for being here, and I holistiques. will give the Merci floor beaucoup, to you. Lisa, d'être Thank you. ici et je vais maintenant te donner la parole. Lisa, you are muted. Lisa, ton micro est éteint. Okay, you can hear me now. I'm just trying to get into the Ah, est-ce que vous presentation. m'entendez maintenant? How does this slide? J'essaye de mettre Is ma this good? présentation Okay, great. Oui, on en vous entend. mode Well, présentation. good morning, good afternoon, good evening, Oui, donc everybody. bonjour, bon I après-midi, bon début de soirée à toutes et à would like tous. to Je voudrais, and see now that I'm getting admit notices, but let me tell you a little bit about what I want to
vous présenter un petit peu ce que je vais vous raconter sur les prochaines 15 minutes. Donc, je voudrais introduire ce concept de l'élimination du dioxyde de carbone marin. Et donc, je vais parler des motivations des différents types de technologies qui existent et pour chacune d'entre elles, les préoccupations que nous avons en termes d'efficacité, d'équité et d'environnement. Et puis, je vais parler des défis qui existent. Donc, la motivation. Je pense que beaucoup de personnes ici sont au courant que le GIEC nous a dit, dans un certain nombre de rapports et de synthèses, que si l'on veut arriver à des émissions nettes à zéro ou qui soient négatives en CO2, on va devoir activement éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et j'ai listé ici un certain nombre des rapports spécifiques et des terminologies qui sont utilisées par le GIEC. Et donc, le nouveau cycle qui a été commencé propose donc l'élimination du dioxyde de carbone avec un certain nombre de technologies, notamment le stockage et la capture. Et donc, face à cette urgence climatique, il y a maintenant beaucoup de groupes et de secteurs qui s'impliquent dans l'élimination du dioxyde de carbone marin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? La majorité des interventions dans le passé ont été terrestres. Mais maintenant, nous nous concentrons de plus en plus sur l'océan. Et il y a de très nombreuses technologies pour extraire le carbone de l'atmosphère. Et l'idée est de le stocker dans l'océan. Donc, si on regarde ici le cycle du carbone, on peut voir que les océans profonds sont les zones les plus importantes de stockage de carbone avec 37 000,100 gigatonnes. Donc, il n'est pas surprenant que l'océan soit regardé comme un nouvel endroit pour stocker du carbone. Et donc, je vais parler des technologies qui sont proposées pour utiliser donc le fond des océans comme un réservoir de carbone. Et donc, euh, vous pouvez voir cette carte de séquestration du carbone. Et donc, on voit que les processus biologiques, donc par exemple, on voit dans le Pacifique que on va avoir le carbone qui va rester, s'il est dans les 100 premiers mètres, pendant 100 à 200 ans. Et donc maintenant, je voudrais vous montrer un certain nombre de schémas. Et je voudrais souligner le fait que ces schémas ont été développés pour décrire les technologies. Et donc, la majorité de ces schémas montrent le fond des océans comme si c'était un grand trou noir plat, qui est plat, pardon, mais en réalité, on sait très bien qu'il y a une grande variété d'écosystèmes et d'espèces qui sont présentes. Donc, la majorité des fonds des océans sont donc tapissés d'écosystèmes différents avec leur propre biodiversité qui est souvent très élevée. Et ces écosystèmes proposent et permettent tout un ensemble de services écosystémiques. Et donc, maintenant, on peut voir un certain nombre d'images du fond des océans à Costa Rica. Et je voudrais dire donc qu'un certain nombre de ces services écosystémiques sont donc la régulation du climat, la régénération des nutriments, l'apport de nourriture,
le fait que la biodiversité en elle-même puisse être considérée comme un service écosystémique, le fait qu'il y a des ressources génétiques pour les industries pharmaceutiques, la biomimique, le nombre de produits qui sont liés, mais aussi les valeurs spirituelles, les liens avec l'éducation et la science et avec l'art. Et donc, il y a beaucoup d'utilisation de fonds des océans. Et donc, les technologies qui sont proposées et qui affecteraient donc le fond des océans sont nombreuses et il faut déjà dire que aucune d'entre elles n'a démontré son efficacité pour altérer le cycle du carbone et diminuer le changement climatique. Et donc, il y a des risques importants et des conséquences qui pourraient être graves. Et donc, il est maintenant aussi important de dire qu'il y a des intérêts liés au business qui sont maintenant plus importants que les intérêts scientifiques. Parce qu'on a beaucoup de travail, en fait, à faire au niveau scientifique pour être sûr, en termes de sécurité, que tout cela fonctionne. Donc, pour vous expliquer un petit peu ces technologies, donc le premier groupe est un groupe qui est lié au renforcement de la production primaire. Donc, avec l'idée d'ajouter des nutriments dans l'océan ou alors de faire remonter artificiellement les eaux, puisqu'il y a des nutriments qui sont nombreux dans le fond des océans. Et cela est censé pouvoir permettre de séquestrer le CO2 qui va migrer vers les eaux plus profondes. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes ici et donc il faudrait faire cela à très grande échelle. Ensuite, il est très difficile de savoir combien de carbone est séquestré. On ne sait pas combien de carbone est séquestré par rapport au carbone qui va dans les eaux profondes. Il y a aussi des préoccupations par rapport à la libération de différents gaz et il y a beaucoup de préoccupations liées à la perméabilité des systèmes de séquestration du carbone. Et donc, ce qu'on a pu étudier dans les dernières décennies, c'est donc qu'on peut voir le fleurissement d'un certain nombre d'algues qui est stimulé dans ces situations-là et que cela peut renforcer au contraire le changement climatique et dégrader les écosystèmes marins. Donc, un certain nombre d'expériences passées ont effectivement montré qu'il y a une stimulation des algues marines qui peuvent être dangereuses. Et donc, on voit aussi que cela peut amplifier la génération de biomasse dans d'autres parties de l'océan. Donc l'océan, c'est quelque chose qui est connecté. Ce qu'on va faire dans une partie de l'océan va affecter le reste de l'océan, évidemment. Donc euh, c'est un monde qui est connecté par la pompe biologique, par la circulation thermohaline et par la migration verticale. Donc, il y a un risque de faire diminuer les nutriments qui sont dans les tropiques et cela peut avoir des conséquences économiques très graves pour les communautés marines et côtières. Et donc, on pourrait avoir des pertes importantes en termes de pêcherie. Un autre groupe de technologies qui est proposé, c'est donc la culture de macroalgues et le fait de submerger des réservoirs. Et donc, l'idée, c'est de
d'implanter ces grandes cultures de macroalgues dans l'océan à différents endroits. Il y a des questionnements sur l'efficacité et aussi sur le fait qu'il manque peut-être d'espace suffisamment grand et avec suffisamment de nutriments. Il est aussi difficile de voir à quel point le carbone est séquestré, donc il est difficile de vérifier si ça fonctionne. Il y a aussi de la compétition avec le phytoplancton pour les nutriments, donc ça peut amener des impacts négatifs et on sait qu'il y aura des effets sur les pêcheries. Il y aura aussi une efficacité réduite à cause des colons calcifiants sur les algues et des impacts sur certaines régions autres que le site d'intervention, notamment à travers les eaux internationales, et des changements biochimiques dans les océans, en plus d'avoir des impacts négatifs sur les activités de pêcherie, les migrations animales, et cela risquerait d'altérer les fonds marins. Avec donc la libération de différents gaz, avec donc une perte de biodiversité importante. Et d'autres pensent qu'il y a des choses plus importantes donc à faire avec les algues. Une autre technologie qui est proposée pour les fonds marins, c'est le fait d'utiliser des déchets agricoles et des déchets forestiers dans les fonds marins. Et donc, il y a des préoccupations sur la possible perte de nutriments des sols terrestres et sur la libération de pesticides ou de produits contaminants dans les océans. Et les algues et la biomasse terrestre peuvent provoquer donc l'expansion d'anoxia ou le fait d'avoir des impacts sur les communautés. La dernière technologie que je souhaite mentionner, c'est donc l'injection liquide de CO2 donc dans l'océan, dans les espaces de mer profonde. Donc, nous savons que le CO2 est toxique pour la vie marine et qu'il modifie le pH de l'eau, mais il y a aussi des préoccupations liées aux fuites de CO2 depuis la subsurface. On a déjà vu cela dans des expériences passées. Et donc, on sait aussi que cela va affecter les écosystèmes marins. Ah, ce n'était pas la dernière technique. Je voudrais aussi parler des processus électrochimiques et de l'amélioration de l'alcalinité de l'océan. Donc, avec ces deux technologies, il y a beaucoup de variations sur la forme, mais l'idée est de créer des océans qui soient plus alcalins pour qu'il y ait plus de facilité à éliminer le CO2. Mais donc il y a des grandes préoccupations liées au fait amener toute cette alcalinité et donc les processus miniers qui sont liés et le fait de libérer des métaux qui sont associés aux pierres alcalines dans les océans et qui peuvent se sédimenter. Avec l'électrochimie, les préoccupations sont liées au fait qu'on a besoin de quantités d'électricité énormes pour faire cela et que cela implique beaucoup d'eau, donc de tuer du plancton et des poissons. Donc, dans les deux cas, on manque de connaissances sur les impacts
au niveau des écosystèmes et sur comment cela peut changer le pH et affecter les différents organismes. Et donc, ce que je souhaite dire ici, c'est que toutes ces technologies peuvent affecter les services écosystémiques qui sont liés à la ponte biologique, aux poissons, aux mammifères et aux benthos. Et donc, tous ces éléments sont très vulnérables aux changements écosystémiques qui peuvent donc avoir lieu. Et donc, ensemble, nous pouvons nous poser toutes ces questions sur l'efficacité et la faisabilité de ces techniques. On doit aussi parler des risques environnementaux et des impacts pour les fonds marins. Et dans la majorité des cas, on est à des étapes de recherche, mais il y a une ligne très fine entre recherche et expérimentation. Il y a aussi donc les problèmes d'équité puisque les propositions de géo-ingénierie, sont souvent proposées par des politiques nationales, et les régulations cooptent les communautés locales et donc, on peut se demander pour les communautés autochtones et locales, qui est-ce qui va en profiter? Il y a aussi donc un, paysage légal qui est complexe avec, des législations qui sont en cours de réécriture et donc il y a aussi une nécessité de réduction des émissions et il faut aussi donc, se pencher sur le discours actuel qui est souvent, en train de nous amener à réduire l'importance des risques en disant que la menace et l'urgence climatique est tellement importante que les risques deviennent moins graves. Donc il y a beaucoup de problèmes et je pense qu'on va les discuter pendant le reste, du webinaire. Mais je voudrais donc dire qu'il y a toute une complexité au niveau légal, donc avec la CNUC qui crée ce mandat, avec la convention et le protocole de Londres, donc qui régule au niveau international l'immersion de déchets dans les océans. Il y a aussi, heu donc différentes, donc la BBNJ qui peut donc faire une évaluation de l'impact environnemental. Il y a aussi la CDB qui a déclaré un moratoire sur toutes les formes de géo-ingénierie et tout un nombre, d'agences des Nations unies qui régulent les océans qui, vont sûrement vouloir, intervenir sur ces questions. Et donc les scientifiques doivent aussi s'impliquer, heu et donc on a aussi donc, le programme de la décennie, des Nations unies sur les océans et donc on doit aussi finalement regarder comment toutes ces activités pourraient affecter, les ODD. Et notamment l'ODD 17 sur la protection des océans. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup et je suis contente de répondre aux questions. That was a great presentation. We will be opening up the floor for questions. Lisa Merci is- beaucoup pour cette excellente présentation. Nous allons donc ouvrir un temps de questions. N'hésitez donc pas à les écrire dans le chat. Alors, nous avons une première question sur ce que signifie la circulation thermaline. Alors, parfois, on appelle cela la circulation naturelle de l'océan. C'est-à-dire que c'est la circulation qui emmène les eaux depuis le pôle Nord jusqu'à l'équateur. Cela prend environ 1000 ans pour que cette circulation se fasse depuis donc, le pôle Nord jusqu'à l'équateur, puis ensuite jusqu'au pôle Sud. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a une connexion dans les eaux des océans et du mouvement des océans.
La question suivante vient de David Hallows, donc d'Afrique du Sud, qui nous demande quel est l'impact de la vie diminuée, donc de la vie des animaux marins et de la perte de cette vie sur les cycles du carbone. Alors cela dépend d'où se trouvent les animaux, bien entendu, mais nous savons que les animaux jouent un rôle très important pour donc emmener le carbone à la surface de l'eau dans les profondeurs. Il y a donc ici un lien très important. Donc, si on détruit la vie de ces animaux, eh bien, très certainement, il y aura une perte d'oxygène dans les océans. Et cela va bien entendu interrompre le cycle du carbone et de la séquestration du carbone dans l'eau, car les animaux, au travers de leur corps, de leur organisme, font circuler le carbone jusque dans les eaux profondes et donc dans les fonds marins. Merci beaucoup. Nous avons une autre question de Daniel Mangele. Alors, les océans n'ont-ils pas une capacité d'autorégulation ou d'autorégénération? Alors, bien entendu, ils ont une haute capacité de régénération, hein. Ils sont sans arrêt en train de régénérer les nutriments. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre pleinement la question. Alors, bien entendu, c'est une capacité d'autogénération, mais je ne crois pas qu'ils puissent récupérer, réparer l'équilibre s'il y a une intervention humaine. Alors, je vais regarder à nouveau dans le chat s'il y a d'autres questions. Alors, nous avons une autre question ici de Marlène du Carbon Market Watch. Alors, vous avez montré les préoccupations des différentes méthodes. Pensez-vous qu'il y a une méthode qui présente plus de risques ou de dangers que les autres? Alors, je pense que cela va dépendre de l'étendue, hein, et de où ces techniques seront appliquées. Comme je le disais, il y a une connectivité très grande entre différents océans. Donc, il est très probable qu'une technique appliquée à un endroit ait des affects, hein, ait un impact néfaste sur d'autres espaces. Et une autre préoccupation est que ces techniques n'affectent pas que les océans, mais aussi les terres. Et nous avons déjà vu en Norvège des problèmes liés à cela. Car s'il y a des fuites, par exemple, de CO2, cela peut être très problématique. Alors, je ne suis pas une experte de toutes ces technologies, mais je pense que l'alcanilisation des océans sera probablement la technique qui aura le plus d'impact néfaste sur les fonds marins et qui vont se répercuter donc sur les eaux côtières. Mais en toute honnêteté, je ne suis pas sûre de pouvoir dire laquelle est pire que les autres. Alors, nous avons une autre question d'André. Avez-vous des commentaires sur le développement des plateformes de culture d'algues? Alors, je pense que la culture d'algues dans l'océan peut avoir certains bénéfices. Je pense qu'en effet, certaines algues ont la capacité d'absorber le CO2, mais cela dépend de la manière dont c'est fait. Et ma préoccupation est surtout des cultures d'algues qui se développent sur des milliers de kilomètres carrés, car nous ne savons pas si elles vont avoir un impact sur des processus naturels comme les activités de pêche ou la migration des animaux, par exemple, des animaux marins. Alors, bien entendu, d'un côté, il y a des bénéfices intéressants, mais je ne pense pas que ce soit une solution pour le problème de la crise climatique en général. Merci beaucoup, Lisa. Je sais que tu dois partir maintenant. Donc, merci beaucoup pour ta présence et merci pour ta présentation.
Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Au revoir, Lisa. Alors, avant de continuer, je voulais simplement vous rappeler que vous pouvez donc vous présenter dans le chat. Si vous avez des questions au cours, donc pendant les présentations, n'hésitez pas à les écrire aussi dans le chat. Et je vais donc vous présenter notre panéliste suivant qui est donc un expert universitaire. Il a plus de 25 ans d'expérience dans l'analyse et le développement des politiques pour la protection de l'environnement. Il a représenté Greenpeace dans différentes négociations internationales. Et merci encore, David Santillo, d'être présent ici aujourd'hui. La parole est à toi. Merci beaucoup. Je souhaite saluer tout le monde ici présent. Est-ce que tu vas présenter mes slides? Oui, 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 nous allons le faire. Simplement, tu peux nous prévenir lorsque tu souhaites changer de diapositive. Eh bien, passons à la première diapositive. Du coup, merci beaucoup. Alors, je vais reprendre plus ou moins à la fin de la présentation de Lisa et continuer à approfondir ce thème de la géo-ingénierie marine et mentionner aussi donc le protocole et la convention de Londres. Lisa l'a d'ailleurs fait. Elle a parlé aussi du groupe d'experts des Nations Unies. Et je vais parler un peu donc, du travail qui a été fait ces 15 dernières années dans ces deux espaces. Donc, la Convention et protocole de Londres ont été dessinés, ont été élaborés pour principalement parler du déversement des déchets dans l'eau de mer et parler également d'autres matériaux, c'est-à-dire que tout type de matériaux déversés dans l'océan peut affecter l'écosystème. C'est pourquoi c'est une des instances internationales les plus importantes pour nous protéger de toutes les différentes techniques de géo-ingénierie. Vous pouvez accéder aux documents, mais dans tous les cas, je vous enverrai une copie de ma présentation avec tous les liens intéressants qui pourront vous emmener à ces différents documents. Alors, comme Lisa l'a mentionné, le GESAMP, qui est donc ce groupe de travail d'experts, ont donc présenté des graphiques, des documents très intéressants. Vous verrez que je fais appel à ces documents au cours de ma présentation. Passons donc à la diapositive suivante. Voilà. Alors, Lisa a parlé donc des dispositifs d'élimination du carbone dans les fonds marins. Et je partage donc toutes ces préoccupations. C'est une activité qui a été permise au sein du protocole de Londres, mais avec des critères très spécifiques. C'est une activité qui doit être régulée de très près. Et donc, nos préoccupations est que cette option rende plus difficile l'élimination des combustibles fossiles. Nous essayons de voir si cela peut être limité à des secteurs très restreints, spécifiques. Et il manque également de nombreux détails. Et si véritablement le CO2 qui est capturé dans les fonds marins, il reste jusqu'à son élimination. Il n'y a pas encore de certitude là-dessus. Alors, comme au sein des discussions, il a été également discuté de
donc de capter le carbone dans les fonds marins, comme je le disais, aussi de fertiliser les océans. Alors, la capture du CO2 sous le protocole de Londres doit être faite dans des réservoirs spécifiques. Ça ne peut pas être fait sous les fonds marins pour l'instant. Mais un autre point sur lequel je souhaiterais parler, et donc mentionner une technique de géo-ingénierie marine, c'est-à-dire donc manipuler le climat, et cela va très certainement transformer la chimie des océans. Alors, en 2007, des préoccupations ont surgi, surtout au niveau politique, car il y avait de nombreuses entreprises qui souhaitaient faire de la fertilisation des océans. Donc, injecter principalement du fer dans les océans pour donc faire du commerce là-dessus. Alors, il y a de nombreuses préoccupations de toute la communauté scientifique sur les impacts néfastes de cela. Et ces préoccupations invitent vraiment les décideurs politiques de regarder cela de plus près. Et vous pouvez voir ici donc tout l'historique de comment le protocole de Londres et la Convention de Londres ont pris en compte donc ce thème de la géo-ingénierie marine. Alors, depuis 2007, il y a eu donc une publication des premières inquiétudes des groupes scientifiques sur cette fertilisation des océans par le fer. Et 1 an plus tard, il y a eu donc une résolution qui bannit la fertilisation des océans. La seule chose acceptable est une recherche scientifique légitime. Il y a donc une reconnaissance des activités de fertilisation de l'océan et de la nécessité de stopper ces activités, de les interdire, mais d'ouvrir la porte à une possible recherche scientifique. La difficulté ici est de déterminer ce que signifie une recherche scientifique légitime. Et cela a pris encore 2 ans pour donc définir un cadre et donner une définition et une régulation à ces recherches scientifiques légitimes. Et donc une résolution en 2013 a vraiment essayé de limiter ces activités et de faire en sorte que tout type de travail expérimental n'ait pas d'effet néfaste sur les océans. Donc, les résolutions de 2008 et de 2010 sont toujours appliquées. Et dans un amendement au protocole de Londres qui a été signé, donc il y a plus de 10 ans, a permis de renforcer ces résolutions. Et des efforts ont vraiment été faits pour créer un cadre de suivi et de régulation des techniques de géo-ingénierie. Et les efforts continuent pour vraiment développer un cadre légal pour donc réguler ces activités et ces techniques. Alors, j'ai mentionné un critère de présélection pour la recherche scientifique légitime. Eh bien, elle doit avoir un intérêt scientifique défini et elles doivent également s'engager à publier le résultat. Mais je pense que le critère le plus important ici, c'est le deuxième, c'est-à-dire que les intérêts économiques ne devraient pas influencer l'élaboration, la conduite ou les résultats de ces activités. Il ne devrait pas y avoir de gains économiques ou financiers qui puissent être retenus directement donc, de ces expériences.
C'est-à-dire que ces recherches ne doivent pas être biaisées par une possible vente de compensation carbone. Donc ce point est essentiel. Alors bien entendu, ça n'empêche pas donc les personnes de faire une recherche scientifique, mais cela donne une barrière, hein. Cela permet de ne pas accepter des recherches qui en fait sont un business caché d'une certaine manière. Alors, ce que les parties à la Convention de Londres font maintenant, c'est regarder toutes les techniques de géo-ingénierie. Donc, Lisa a parlé hein, de l'alcanélisation, la fertilisation, l'augmentation de la réflectivité des océans, entre autres. Et donc, ces techniques ont été donc révisées de manière scientifique et légale. Et vous pouvez voir qu'en octobre 2022, les organes de gouvernance de la Convention et du protocole ont évalué 4 techniques. 2 ont à voir avec l'élimination du dioxyde de carbone et avec la modification du rayonnement solaire. Ensuite, donc, ces organes se sont retrouvés en mars 2023 et ont conclu que ces 4 techniques peuvent potentiellement avoir des effets délétères et causer une pollution. Bien entendu, cela va dépendre de la manière dont elles seront appliquées, mais généralement, l'élimination du dioxyde de carbone, la gestion du rayonnement solaire et toutes les techniques liées à cela sont potentiellement néfastes. Alors, les organes de gouvernance ont accepté ces préoccupations scientifiques et ont commencé à donner aussi une approche politique. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ces pratiques de géo-ingénierie marine devraient être déférées et qu'elles soient limitées pour l'instant à cette recherche scientifique légitime. Alors, au début de cette année, nous avons commencé à avoir ces discussions, puis nous y reviendrons cet automne également. Et pour donc passer à la dernière diapositive et quelques mises à jour, eh bien, à l'UNEA 6, certaines références ont été faites à la Convention et au Protocole de Londres. Et cette résolution a ratifié, accepté et approuvé le protocole de la Convention de 96 sur la prévention de la pollution marine par le déversement de déchets et autres éléments. Et en avril de cette même année, comme je le disais, les groupes scientifiques se sont retrouvés pour actualiser les définitions des techniques de géo-ingénierie marine. Il y a donc ici une déclaration, un projet de déclaration qui doit cet été être soumis à approbation. Mais encore une fois, ce sont des progrès qui ont été faits pour donner un cadre légitime à cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, David. Nous allons donc laisser la parole, vous laisser la parole hein, pour les questions. Alors, la première question vient de Simon. Est-ce qu'il y a des comparaisons entre les dépenses pour ces techniques ou pour les carburants, les biocombustibles? Alors cela sera fait sur une base nationale plus qu'internationale, ou peut-être même sur une base régionale dans le cas du système de l'Union européenne.
Et il est important de faire entrer cela dans des activités de récupération. Alors, il y a eu de nombreuses promesses qui ont été faites par le stockage du carbone. Mais si l'on regarde les statistiques récentes là-dessus, qui ont été publiées donc par l'Institut sur les CCS, donc sur ces activités de capture du carbone, on peut voir que finalement, cela n'est pas une solution et ne compense pas les combustibles fossiles. Une autre question à voir avec ce que signifie véritablement géoingénierie marine. Est-ce que c'est un terme scientifique ou un néologisme? Je pense que c'est de plus en plus reconnu comme un terme scientifique, notamment dans le cadre de la Convention et du protocole de Londres. Et ça désigne les activités humaines qui ont comme but de manipuler donc les, les systèmes naturels. Donc c'est très large parce que ça doit permettre d'englober toutes les technologies de manipulation de la nature qui sont en jeu. Et je pense que c'est très important d'avoir ces discussions scientifiques dans les forats de conversation politique parce qu'on a besoin de façon de répondre à ces problèmes dans un cadre où il y a beaucoup d'activités différentes. Par exemple, sur la fertilisation des océans, on a besoin de pouvoir exclure l'aquaculture conventionnelle dans la définition. Il faut que ce soit très clair. Et c'est difficile d'avoir cette définition. Et en même temps, c'est vraiment très, très important d'avoir quelque chose de clairement défini. Pour qu'on sache euh, ce qui est donc pris en compte et ce qui n'est pas. Et donc, on a une autre question sur donc quels sont les effets des amendements au développement en géo-ingénierie. Donc, on a un cadre pour l'évaluation de toutes les activités, que ce soit donc la remontée des eaux ou la submersion des eaux ou le fait d'ajouter des nutriments. Donc, on a un cadre qui devrait être appliqué et qui est autonome du texte légal de la Convention. Et donc, on voit bien qu'il faut des évaluations autonomes. Et donc, que ça doit être lié aux licences qui sont données. Et donc, le but ultime, c'est d'avoir une approche globale pour les activités de géo-ingénierie marine. On n'en est pas là encore, mais je pense que ce qu'on essaye de faire parce qu'essayent de faire les parties à la Convention de Londres, c'est qu'elles essayent d'avoir une politique ou une direction politique commune fondée sur la science. Et donc, et donc, cela permet d'avoir un cadre qui dit que tout ce qui est en dehors du cadre est quelque chose qui dépasse les limites. Et donc, c'est quelque chose de très important puisqu'il faut donc faire cela avant de commencer à vendre des crédits carbone. Et donc, la dernière question, c'est, j'ai lu sur une expérience qui a pour but de créer une mer de glace dans l'Arctique. Est-ce que c'est de la géo-ingénierie selon la Convention de Londres? Oui. Donc, par rapport aux provisions légales du protocole de Londres, oui, c'est quelque chose qui rentre et qui devrait être discuté de façon plus détaillée parce qu'on doit se rappeler que la Convention et le protocole de Londres proposent
8 mécanismes pour la régulation de la géo-ingénierie, notamment pour les environnements marins. Ça n'apporte pas toutes les solutions. Il y a des activités qui ne vont pas rentrer de façon très claire dans les provisions légales existantes. Et donc cela peut inviter à voir qu'il y a un besoin que d'autres instances apportent des régulations additionnelles pour que toutes les techniques existantes qui peuvent endommager l'environnement puissent être prises en compte. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est avancer, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Et donc, il y a aussi une question sur donc les diapositives, avec une demande d'expliquer les différentes couleurs. Donc, on a des cercles de différentes couleurs selon les niveaux d'encadrement légal. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont déjà bannis par les gouvernements, et ceux qui sont en orange, c'est ceux qui sont en train d'être discutés. Donc, il y a aussi une question sur l'immersion de carbone en Islande. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? La deuxième question, c'est est-ce que nous pouvons mesurer la capture de carbone naturel et le stockage de carbone dans les océans de façon autonome? Et je vais prendre la deuxième question en premier. Alors, la réponse est oui. Donc, on peut mesurer tout cela dans les systèmes marins. Et donc, on sait qu'il y a des choses très importantes à voir ici, et notamment avec les désignations d'aires protégées. Et donc, on a besoin de regarder comment est-ce que ces systèmes naturels qui existent déjà fonctionnent et protègent la biodiversité. Et donc, pour revenir ensuite à la première question, est-ce que tu pourrais me rappeler la question? David, je suis désolée du fait du temps. On aurait besoin de passer donc à la prochaine présentation. Et donc, la décision de l'Islande d'accepter ce projet a causé beaucoup de préoccupations. L'Islande doit expliquer un peu plus pourquoi cette décision a été prise par rapport au crédit carbone. Thank you, David. For rest of the questions, please keep them coming. And if they aren't answered right now, we'll make sure that they're answered. We will be noting down your questions. Okay, so let's move on to our next panelist. Next, we will be Donc, hearing on va maintenant passer à notre prochaine panéliste, donc Panganga Pungowiti du réseau environnemental autochtone. Et Panganga donc a travaillé donc avec beaucoup d'organisations de base pour réclamer la justice pour les peuples autochtones et notamment face aux industries extractives. Et donc, elle a beaucoup travaillé sur les questions de justice et de plaidoyer et notamment sur la géo-ingénierie. Merci beaucoup d'être ici.
Panganga et je vais maintenant te donner la parole. Bonjour, donc je viens de Sevunga et c'est comme ça qu'on le prononce. Et je voudrais d'abord faire une petite introduction avant de donner quelques informations essentielles sur les travaux qu'on a pu faire avec les communautés autochtones en Alaska. Donc, l'île dont je parle et dont je viens est entre la Russie et l'Alaska. Et donc, la première fois que nous avons dû faire face à un génocide, c'était pendant le cycle, le 19e siècle, avec l'arrivée des Européens. Et donc, il y a eu un grand, donc il y a eu beaucoup de morts et un grand massacre au niveau des populations et des populations des espèces marines. Donc, c'était seulement il y a un peu plus de 200 ans. Et il y a eu beaucoup de famines aussi depuis. On a aussi dû faire face à beaucoup de difficultés liées à la toxicité, notamment avec la construction d'installations militaires. Et donc, les populations locales ont demandé aux militaires de partir. Et à ce moment-là, il y a eu donc beaucoup de barils de pétrole qui ont été délestés dans l'océan. Et donc, il y a eu beaucoup de dégâts causés par cela. Et il y a des taux de cancer très élevés chez nous. Cela est arrivé, donc cette marée noire, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ensuite, il y a eu des expérimentations avec des corps autochtones pour voir combien de temps les militaires résistaient dans le froid. Donc, il y a une grande méfiance liée à la société occidentale, liée aux scientifiques et liée aux militaires. Et donc, c'est l'histoire que je porte avec moi et en même temps, je porte aussi toute la résilience des peuples qui ont survécu à tout cela et qui continuent à se battre face à cela et qui montrent les taux de cancer élevés qui existent et qu'il faut faire quelque chose. Donc, je me rappelle toujours de tout ça quand je fais ces présentations. Et donc, je voudrais maintenant passer aux diapositives. Et donc, au-delà du fait que on regarde donc les pour et les contre de toutes ces technologies, donc effectivement, elles coûtent des ressources incroyables. Elles violent les accords internationaux. Elle pose les espaces autochtones et des communautés locales comme des espaces de sacrifice face à la crise climatique. Et donc, toutes ces technologies ont aussi été testées sans notre accord et notre consentement. Et donc, en tant que personne autochtone, je voudrais dire il n'est pas du tout acceptable que nos perspectives autochtones ne soient pas prises en compte. Et donc, notre compréhension des écosystèmes et de l'harmonie des écosystèmes mais n'est pas prise en compte. Et ces technologies ne prennent pas en compte la nécessité de la nature d'avoir un temps de régénération et d'adaptation. Et donc, la géo-ingénierie va continuer à détruire ces écosystèmes. Et donc, l'urgence de la crise climatique implique la nécessité de reconnaître les sagesses autochtones qui sont donc
présente dans notre façon de comprendre le monde et d'être résilient et de nous adapter. Et donc, nous soulignons le besoin d'une protection de l'environnement qui soit holistique. Et donc, nous ne pouvons pas accepter le sacrifice des terres et des mers autochtones. Et donc, la géo-ingénierie est aussi une tendance qui va dans la marchandisation de la nature, de nos terres et de nos eaux. Et donc, nous avons besoin de nous assurer que les différentes, donc les mers et les terres soient protégées et que les populations autochtones et leurs contributions soient reconnues comme précieuses. Nos voix sont clés pour une meilleure compréhension des relations dans les écosystèmes. Et nous avons besoin de voir que ces interventions à grandes échelles ignorent donc le consentement libre, préalable et éclairé et impliquent des massacres de populations et d'écosystèmes sur des territoires autochtones sans les prendre en compte. Et les marchés du carbone sont des formes de colonialisme très graves qui continuent à perpétuer donc l'accaparement des terres et des eaux qui ont déjà lieu depuis très longtemps dans le cadre de la colonisation. Et donc, nos interactions et nos relations avec ces écosystèmes sont importantes. Et nos relations, nos voix ne peuvent pas être violées car elles sont sacrées. Et je voudrais passer à la prochaine diapositive. Et donc ici, je voudrais vous partager un certain nombre de points clés qui sont le résultat d'un travail mené avec une personne d'un collectif local. Et donc, l'idée était de discuter avec les personnes de communautés locales autochtones de leurs opinions par rapport aux technologies présentées. Donc, voici quelques points clés autour des conversations que nous avons eues sur ces deux projets. Et donc, nous avons donc discuté notamment du consentement libre, préalable et éclairé autour du projet donc de glace arctique. Donc, c'est une expérimentation qui propose de recouvrir à peu près 10% de l'Arctique avec une sorte de matériel. Et donc, dans ces deux projets, le but est que moins de CO2 soit absorbé par la banquise. Et donc, le déploiement de ces projets est déjà en termes d'expérimentation. Et donc, dans un autre cas, il y a donc le déploiement d'une pompe avec très peu ou pas de conversation avec les peuples autochtones et les communautés locales présentes. Donc, les peuples autochtones et les communautés locales présentes devraient pouvoir apporter ou retirer leur consentement à tout point par rapport aux projets sur leur territoire. Elles devraient aussi pouvoir s'engager dans les négociations pour donner forme au design et à la mise en œuvre de toutes les étapes du projet. Et donc, on a eu quelques questions pour discuter avec les
peuples autochtones de l'Alaska sur ces projets. Donc, on voulait en savoir plus sur les réponses autochtones par rapport à ces projets. Donc, on a discuté principalement avec les populations affectées, notamment de peuples autochtones, des chasseurs de subsistance, mais aussi des personnes des gouvernements locaux et des chercheurs originaires de l'Arctique. Et donc, nous avons fait une synthèse et nous sommes actuellement en train de revoir cette synthèse. Et donc, l'une des impressions, c'est qu'il y avait très peu de conscience ou de connaissance au niveau local sur ces interventions, ces projets par rapport au changement climatique. Donc, les personnes de la communauté n'étaient même pas au courant donc, que ces projets étaient en train de se développer. Donc, évidemment, le consentement n'avait pas été recueilli, donc à la fois dans les communautés et dans les tribus. Et donc, il n'y avait pas de respect non plus des connaissances traditionnelles. Donc, vous pouvez lire ici un certain nombre des concepts qui ont été collectés dans les groupes de travail. Donc, ici, il y a une citation qui dit, donc, nous avons ce système de connaissances traditionnel des océans qui dit qu'il y a des répercussions que nous ne pouvons pas, dont nous ne pouvons pas rendre compte. On devrait faire des décisions sur à quel point la glace est sûre, quels sont les animaux qui peuvent y aller. Et nous, c'est ce qu'on nous avons dit pendant des générations. Et donc, tout cela peut créer de l'insécurité sans même savoir ce qui se passe. Et donc, il y a des dégâts très importants qui peuvent être causés, notamment sur la sécurité de marcher sur la banquise ensuite pour les personnes qui y vivent. Donc, il y a une impression donc, qu'il y avait très peu de connaissances sur ces projets. Et donc, malgré tout, les savoirs traditionnels sont essentiels pour conduire des recherches dans l'Arctique. Il y a aussi eu l'idée que même si les processus de clip ont été utilisés, ils mettent les gens sur la défensive. Ce sont des projets qui nous arrivent, ce ne sont pas des projets que nous mettons en œuvre. Donc, cela n'a pas très peu de sens pour nous. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions sur comment les ressources pourraient être apportées aux communautés pour qu'elles puissent développer leurs propres solutions, plutôt que d'avoir des chercheurs qui viennent et qui font des consultations sur le consentement, car ça met les gens sur la défensive. Il y a eu une grande conversation sur le fait que les savoirs traditionnels pourraient informer les projets beaucoup mieux et que ces projets devraient être construits par les communautés, en fait. Il y a eu beaucoup de préoccupations sur l'intégrité de la chaîne alimentaire qui pourrait être menacée par ces deux projets. Donc, un chercheur en matière de sécurité alimentaire était très préoccupé par le fait que le silicone pourrait infiltrer la chaîne alimentaire et trouver son chemin vers les corps humains. Et donc, il y avait donc toute une discussion sur la toxicité de l'ingestion du silicone qui pourrait affecter les oiseaux, mais aussi les poissons. Et donc, cela pourrait affecter une très grande surface chaque année. Et donc, on ne peut pas prendre le risque d'utiliser ces méthodes qui sont
tout à fait inadéquate. Et donc, il y avait aussi des préoccupations sur la malnutrition des animaux. Et il y avait beaucoup de préoccupations sur les différents systèmes d'algues et qui sont liés donc aux réflexions du soleil. Et donc, nous avons aussi parlé des systèmes de reproduction des animaux qui sont parfois sous la glace et que le fait donc de mettre en place des réflecteurs sur la glace peut être très grave pour la reproduction des espèces. So there is not a great history with geoengineering research projects consulting with Alaska Native people. Donc, il y a un certain nombre de préoccupations importantes et cruciales sur ces projets, puisqu'il y a très peu de publications sur ces projets, très peu de choses sont traduites dans les langues locales. Et donc, il y a très peu aussi d'espace pour la circulation de ces informations. Et par ailleurs, les personnes locales sont ne sont pas traitées de façon adéquate par les chercheurs. Il y a beaucoup de critiques sur le fait que ces projets devraient être présentés aux tribus. Donc, par exemple, une femme a dit, nous faisons un petit projet pilote. Et donc, elle dit, cette femme disait, mais les gens ne savent rien sur le changement climatique et ne veulent donc rien faire par rapport à ça. Il y a un peu ce type de traitement qui est désagréable et méprisant. Getting interrupted. So one of the tactics was Je suis désolée, j'ai été interrompue. Et donc, l'une des tactiques, c'est qu'ils ont envoyé un document de 3000 pages qui devrait recevoir des commentaires dans d'une semaine. Je vais passer à la prochaine diapositive. So we have very different cosmovision. And Nous avons donc des cosmovisions très différentes. Et on ne nous laisse jamais finalement la possibilité de parler de nos cosmovisions et de vraiment donner nos connaissances. Alors, je sais que j'ai déjà pris beaucoup de temps et je souhaiterais laisser aussi la parole à Marie pour sa présentation. Désolée. Je crois que ce sera tout. Thank you. oh yeah, it's Sylvia. Est-ce qu'on peut poser des questions, s'il vous plaît? Panganga, did you want to go through the takeaways or are we ready to move on? Alors, Paganga, est-ce que tu souhaites donner quelques mots pour terminer? Non, je pense que ce sera mieux de laisser la parole à la suivante en tout cas. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons donc passer à notre prochaine panéliste. Alors, nous aurons le temps à la fin pour un moment de questions-réponses avec Panganga. Et donc, je souhaiterais maintenant donner la bienvenue à Silvia Ribeiro, qui est la directrice d'Amérique latine pour le groupe ETC, qui a été la première organisation de la société civile à tirer la sonnette d'alarme sur la géo-ingénierie et ses conséquences. Elle représente donc les voix de la société civile. Elle a fait partie de toutes les négociations au sein de la CDB et d'autres organisations des Nations Unies. Silvia Ribeiro, la parole est à toi. Merci beaucoup, Isha. Merci à tout le monde également
Je pense que Panganga a déjà soulevé des points très importants et je pense en effet qu'il serait intéressant qu'elle puisse partager ses conclusions. Alors, est-ce que vous pouvez partager ma présentation? Alors, je crois que cela fonctionne. Merci beaucoup. Je vais donc essayer d'aller assez vite. Je sais que de nombreuses choses ont déjà été dites et je vais essayer simplement de compléter ce qui a déjà été présenté. Alors simplement pour replanter le contexte, hein, lorsque l'on parle de géo-ingénierie climatique, on parle d'intervention technologique à une échelle très grande. C'est donc des activités qui sont intentionnelles. Et il est important toujours de revenir à cette définition parce que de nombreuses propositions en géo-ingénierie sont présentées de manière sporadique, comme si ce n'était pas si important. Mais il faut se rappeler de l'impact que cela peut avoir. Et aucune technique de géo-ingénierie s'engage auprès des racines, des véritables causes du changement climatique. Elles essayent simplement donc de diminuer les symptômes, par exemple diminuer la température. Mais les moteurs de l'érosion de la biodiversité et changement climatique continuent, ne sont pas adressés par ces techniques. Donc avec ces techniques, nous n'apportons aucune solution au changement climatique, simplement nous créons un nouveau marché. Donc la Convention sur la diversité biologique a eu des discussions très précoces sur ces techniques de géo-ingénierie. Et en 2010, la CDB a pris une décision et a demandé à toutes les parties à la CDB, qui sont 96 pays, de ne pas accepter les activités de géo-ingénierie qui puissent affecter la biodiversité tant qu'une série de conditions ne seront pas mises en place. Et ces conditions ne sont toujours pas respectées. La CDB a produit plusieurs documents là-dessus qui ont ensuite été actualisés en 2012 et puis par la suite également. Alors, ce ne sont pas seulement des compilations scientifiques, ce sont aussi des révisions révisées par les pairs, donc qui proposent de nombreuses références sur les possibles impacts de ces projets. Le Conseil aux droits de l'homme a également émis un rapport très important l'an dernier et donc mes collègues ont parlé également donc du protocole et de convention de Londres. Et ces organes ont bien montré que ces techniques vont très probablement violer les droits humains si elles sont mises en place. Et toutes les expérimentations de géo-ingénierie, autant solaire que marine, sont en grande partie menées sur les territoires autochtones sans aucune consultation préalable et sans aucun consentement préalable. Donc voilà une liste des principales technologies de géo-ingénierie qui affectent les écosystèmes marins. Alors les principaux effets, et on a pu l'entendre dans les présentations préalables, donc ces impacts sont multiples. En voici certains. Alors
les perturbations sur la chaîne alimentaire marine, ces impacts sont également de l'ordre de la création de turbidité, de contamination, que ce soit chimique, etc. Ces techniques changent la température, réduisent la lumière et l'oxygène, elles permettent la prolifération d'algues toxiques, elles génèrent la contamination de pathogènes dans la végétation naturelle et elles sont tout à fait leurs effets ne peuvent pas être déterminés. Donc, tous ces impacts sont largement imprédictibles sur donc, les cycles du carbone. Et dans certains cas, ces techniques pourraient provoquer encore plus de gaz à effet de serre. Et il y a également des impacts imprévisibles sur la biodiversité à cause de réactions en cascade. Car les systèmes dynamiques sont très complexes. Alors, désolée de parler, de mélanger l'espagnol et l'anglais, désolée pour les interprètes. Alors, simplement, donc, je vais répéter cela. Il y aura donc des impacts imprévisibles sur la biodiversité, des réactions que l'on ne pourra pas prévoir car ces systèmes sont très complexes. On ne connaît pas non plus les dommages que ces infrastructures vont causer sur la faune, donc sur les animaux, et sur les moyens de subsistance traditionnels. Donc, au sein du groupe ETC, nous avons élaboré ce rapport sur donc, les grands mensonges autour des algues marines. Il y a de nombreux mythes autour de cela. Il y a un matraquage pour nous faire croire que cela est une solution. Mais en fait, les risques sont très grands. Au-delà des impacts que j'ai déjà mentionnés, donc de cette prolifération d'algues, comme par exemple créer de l'ombre, empêcher la lumière, diminuer l'oxygène présent dans les océans, eh bien, il y a un impact sur les écosystèmes marins qui sont essentiels pour la vie dans l'océan. Et en plus, ces algues piègent très peu de carbone et d'ailleurs, elles peuvent même être émettrices de CO2. Il faut bien se rappeler que les océans ne sont pas des lieux vides. Ce sont des écosystèmes qui sont fragiles et qui sont hautement menacés. Donc, ces algues ne sont pas seulement une solution, mais en plus pourraient être une nouvelle menace et pourraient créer un déséquilibre encore plus grand à ces écosystèmes qui sont déjà fragiles. Donc, les marchés carbone alimentent ce marché de la géo-ingénierie et causent la dévastation des écosystèmes marins. Il y a déjà une vente de crédits carbone pour des technologies qui ne sont pas du tout prouvées, qui ne sont pas sûres et qui finalement pourraient ajouter à la contamination. Il est donc très important que la CNUC puisse prendre en compte cela. Et pour l'instant, il n'y a aucune clarté autour des techniques de géo-ingénierie. Alors, la CVD a émis des décisions. Vous pouvez avoir accès aux différents textes sur le site internet de la CDB. Et nous allons ici partager ces décisions importantes. Donc, la première vient de la décision 16 sur la fertilisation des océans. Et cette décision demande aux parties et exhorte les autres gouvernements de veiller à ce que les activités de fertilisation des océans n'aient pas lieu jusqu'à ce qu'il existe une base scientifique adéquate. Et pourtant, ces activités ont déjà lieu.
ces études et ces activités ne devraient pas générer des compensations carbone ni être faites à aucune fin commerciale. Ensuite, donc en 2010, la CDB a pris une décision beaucoup plus ample sur tous les types de géo-ingénierie. Cette décision n'accepte que la captation du carbone et toutes les technologies de géo-ingénierie marine ont été incluses dans cette décision qui est toujours viable. Et donc, cette décision exhorte les parties à ne pas mettre en place aucune activité de géo-ingénierie liée au climat et de vraiment justifier ces activités si elles vont avoir lieu et que les risques associés pour l'environnement, la biodiversité, la société dans son ensemble, au niveau économique, culturel, donc, ont été dûment pris en compte. Il doit donc y avoir une évaluation préalable des impacts potentiels sur l'environnement. Donc, toutes les activités qui ont été mises en place sur les territoires autochtones, généralement, ne remplissent pas ces critères. Donc, même si elles sont à une petite échelle, elles se font en violation des résolutions de la CDB. Il y a pour l'instant plus de 40 projets ou expériences de géo-ingénierie qui sont faites en complète violation des décisions de la CDB et de la Convention de Londres. Ces projets sont mis en place sans CLIP, donc sans consentement libre, préalable et informé. Donc, la CDB doit vraiment réaffirmer le principe de précaution. Et très rapidement, je voulais mentionner qu'il y a donc des membres de la Convention de Londres et de la CDB, comme le Royaume-Uni, l'Australie, qui projettent de nombreuses expériences. Et donc, cela est fait en violation très claire et manifeste de la CDB. Alors, une de ces décisions à voir avec la fertilisation des océans, une autre à voir avec donc l'éclaircissement des nuages marins, et cela est mis en place en Australie. Et presque tous les éléments que j'ai mentionnés de cette décision de la CDB ne sont pas respectés. Alors que devrait faire la CDB, qui va donc se réunir la semaine prochaine à Nairobi? Et l'organe scientifique, que l'on appelle SUBSTA, va se réunir et va discuter de la géo-ingénierie marine. Et donc la CDB doit vraiment rappeler la décision 33 sur la géo-ingénierie. Et nous devons vraiment appeler la CDB à prendre une décision et en tout cas à réaffirmer ces décisions qui ont déjà été prises, à réaffirmer le travail de la Convention de Londres et du protocole de Londres, et rappeler aux parties qu'elles doivent faire leur rapport auprès de la CDB de tous les projets qui auront été pris sur ce thème. Alors, nous avons besoin d'actions réelles pour la biodiversité et le changement climatique. Ces actions sont urgentes. Nous n'avons pas de temps à perdre sur des technologies spéculatives, des marchés carbone qui auront très certainement des impacts néfastes. Alors, simplement vous rappeler que vous pouvez retrouver donc, des informations sur notre site donc, du groupe ETC et de nombreuses ressources que vous pourrez trouver ici sur ce slide. Dès que nous enverrons les présentations, vous aurez accès à ces liens. Et je vous invite également à visiter cette carte interactive
qui regroupe les projets de géo-ingénierie solaire. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you so much, Sylvia. Merci We beaucoup, are Sylvia. opening up the floors Nous for allons maintenant ouvrir donc cette session à vos questions pour Sylvia et pour Panganga. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. J'ai vu passer plusieurs questions auxquelles vous pouvez déjà répondre. La première question, est-ce que la géo-ingénierie est une solution durable? Quel est le coût de ces techniques pour les pays en développement et qui bénéficient véritablement de la géo-ingénierie? Well, I can say I would say rapidly, but I suddenly remembered about the translation. So, Alors, je vais essayer de répondre à cela. Alors, comme je le disais au début, la géo-ingénierie est une proposition technologique qui, historiquement, vient d'une poignée de pays, qui sont les mêmes pays du Nord qui sont à l'origine du changement climatique. Il faut rappeler que les 2 tiers du changement climatique ont été provoqués par les pays du Nord, et ce sont ces mêmes pays qui promeuvent la géo-ingénierie, car ils ont beaucoup à gagner de cela. La plupart des profits liés au changement climatique ont été capturés par quelques mains, par quelques pays. Et ces pays ne souhaitent pas payer pour cela, ne souhaitent pas compenser. Et donc, vraiment, pour moi, qui en bénéficie? Eh bien, voilà la réponse. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? If you have any questions, please put in the chat and our Alors, si vous avez des questions, merci de bien vouloir les écrire dans le chat. Vous pouvez écrire en français et nous nous chargerons de les traduire pour qu'elles puissent être lues. Alors, il nous reste peu de temps, mais n'hésitez pas, voilà, laissez vos questions dans le chat. Et nous allons conclure. Alors, je vais juste laisser une dernière minute donc pour vos dernières questions. Merci de les écrire. Ahmed, if you wanted to ask your question in French, and if someone would be happy to translate for your question. Alors, si vous souhaitez donc partager votre question en français, allez-y. Nous avons donc l'interprétation. Monsieur Boumouzoun, si vous souhaitiez parler, allez-y, vous pouvez ouvrir votre microphone. Ok, donc je vous remercie d'abord d'avoir nous invités pour assister à cette rencontre qui est très importante et qui parle des choses qui nous tiennent à cœur tous, surtout l'environnement, ce qui concerne surtout les océans et le littoral. Ma question, je voudrais savoir au niveau du littoral, les impacts environnementaux, les impacts dans le cadre environnement, les effets de changement climatique. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des projets qui peuvent être financés par votre institution ou par d'autres dans le cadre de financement pour des projets générateurs de revenus pour les populations? Et je vous remercie. Vous avez entendu? Sorry, we are just trying to figure this out. Alors, un peu de patience, nous sommes en train de chercher la traduction de la question.
So the question basically is asking about D'accord. the Alors, donc, vous nous demandons les impacts environnementaux pour les peuples Sylvia sur le terrain. Est-ce que quelqu'un peut donc speak to that? répondre à cette question? Examples of environmental impact. Alors, je crois qu'il y a tellement d'impacts environnementaux. Je vous invite à reprendre cette présentation car il y a de nombreux exemples, hein, donc des impacts de la géo-ingénierie sur les peuples autochtones. Cela dépend aussi, hein, des différentes techniques. Et je vous invite à regarder la page internet donc du projet, hein, ici de Hands of Mother Earth. Technology is already in use in certain countries. If Et une autre question, est-ce que ces technologies sont déjà en usage dans certains pays? Et si oui, quelles sont-elles? Alors, aucune de ces technologies, pardon, sont utilisées au niveau commercial. Alors, cela est important car elles font des promesses de leurs bénéfices sur le changement climatique, mais cela ne va pas fonctionner parce qu'elles vont aussi causer de nouveaux impacts. Et d'ailleurs, une des preuves est que ces technologies ne sont même pas disponibles pour l'instant. L'unique méthode à grande échelle est celle qui s'appelle donc CCS, hein, qui est le stockage du carbone. Cette technologie a été inventée il y a une soixantaine d'années par l'industrie des combustibles fossiles, pardon, pour pouvoir produire plus de pétrole. Donc aujourd'hui, la majorité de ces stockages de carbone sont utilisés pour produire plus de pétrole, ce qui signifie qu'elles ont un impact sur le changement climatique. Et il est donc très important de ne pas entrer sur ce chemin de la géo-ingénierie, car nous avons de vraies alternatives. La première alternative est réduire les combustibles fossiles. C'est la mesure réelle que nous devons prendre. La deuxième, il y a de nombreuses alternatives au niveau locaux qui viennent donc des peuples autochtones, des communautés, qui sont de réelles alternatives qui préviennent le changement climatique en utilisant moins de produits chimiques, moins d'émissions de gaz, etc. Donc, pour résumer tout cela, ce qu'il arrive aujourd'hui et ce que nous voyons aujourd'hui autour de la géo-ingénierie marine, c'est que nous avons donc une série de technologies qui ne sont pas prouvées, sans aucune base scientifique, avec de très hauts risques et qui n'apportent aucune solution, mais qui très certainement apporteront de nouveaux risques. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est d'appliquer le principe de précaution. Et c'est cela que nous devons discuter la semaine prochaine à Nairobi. Sylvia. I'm sorry that Merci beaucoup, Sylvia. Alors, désolée, nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. Nous arrivons à la fin de notre session. Je voulais simplement résumer et conclure brièvement. Et merci encore à tout le monde d'être présent ici. Merci à tous nos panélistes pour vos contributions. Merci pour la participation de toutes et tous ici. Et merci aussi à nos traducteurs et interprètes ici présents. Donc, merci pour votre aide. Nous allons envoyer un mail à tous les participants avec les présentations et tout matériel additionnel qui pourrait vous intéresser. Donc, soyez attentifs et attentifs à vos boîtes mail. Et une dernière annonce, il va bientôt y avoir des actualisations, des rapports sur la géo-ingénierie que nous allons également vous envoyer par mail. Et malgré donc la prolifération des propositions de géo-ingénierie, il y a de nombreuses personnes qui souhaitent prendre soin des océans et c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui.
Nous souhaitons protéger nos océans et merci encore donc d'avoir participé pour vous informer de ces techniques et de comment protéger nos océans. Merci.